passer à la table ronde et je vais appeler les 4 intervenants que sont Jean-Marc Callois, Monsieur Stop, Philippe, Monsieur Marchal, Vincent Marchal et Jean-René Meunier, notre breton, notre agriculteur breton. Et on va commencer par vous, Jean-René, parce que vous faites le lien avec ce qui vient d'être dit. Ça va être intéressant pour nous. On a eu le témoignage, on va dire, de l'organisation, et puis on va voir un peu de l'intérieur par un agriculteur. Comment s'est passée un petit peu cette expérience? Alors peut-être d'abord, oui, vous avez des micros. Peut-être présentez-vous. Oui, bonjour à tous. Donc Jean-René Meunier, moi je suis agriculteur en Morbihan. Par rapport aux études qu'on vient de vous présenter, si je me repositionne 10-15 ans en arrière, quand on parlait de moi, on parlait du céréalier breton, par le fait que j'avais une exploitation uniquement en production végétale. Ça a beaucoup changé en Bretagne aujourd'hui et je crois que ça apparaît aussi au travers de ces réflexions. Petit élément complémentaire par rapport à ce qu'a dit Maud tout à l'heure, on a fait des études prospectives il y a 10 ans, il y a 15 ans. Près de votre il y a 10 ans, il y a 15 ans, sur la production laitière, sur la production porcine. Et à l'époque, une fois les études faites, on n'a pas osé les présenter. On a Maximin Charpentier, qui est avec nous. Bonjour Maximin, vous avez réussi à vous connecter. Excusez-moi, monsieur. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, et donc voilà, vous pouvez reprendre. Voilà, et donc à l'époque, ces études-là n'ont pas été présentées parce qu'elles menaient ces réflexions dont on vous a parlé tout à l'heure. Et donc, quand on a décidé de mettre en place cette étude prospective 2040, on a fait un pacte entre tous les participants en disant, cette étude, on ne sait pas encore ce qui en sortira, mais on la présentera. On ne la gardera pas sous le coude, elle sera publique. Je crois que ça, c'était très important dès le départ. Et vous vous attendiez à quoi ? Ce qu'on craignait, moi à titre personnel, mais mes collègues aussi, c'était une étude qui nous amène à des positions clivantes entre nous, à des positions où les différentes productions agricoles se confrontent, se challengent, mais se challengent dans le sens où chacun voulait défendre son morceau. Et en fin de compte, on est arrivé très rapidement dans une étude où on a vu qu'on était sur un avenir commun et où finalement on s'enrichissait les uns les autres dans nos réflexions. Et on est rapidement sorti de cette défense filière pour entrer dans un positionnement Bretagne. D'accord. Je vous ai présenté un petit peu rapidement. Oui. Peut-être donc vous êtes agriculteur. Peut-être préciser ce que vous faites. Oui, donc moi je suis agriculteur, nord-est Morbihan, sur une exploitation aujourd'hui en polyculture, production de céréales et production de légumes destinée à la transformation. Production de plants de pommes de terre, on est l'équivalent de 3 UTH et demi à peu près sur l'exploitation. Je suis donc élu dans le réseau FNSEA et au bureau de la Fédération des oléoprotéagineux. Ça nous ramènera tout à l'heure sur une petite discussion. Et je suis donc en charge de tout ce qui est production végétale au niveau de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Et c'est à ce titre que vous avez vous avez participé ? Oui, et donc c'est en tant que représentant des productions végétales que j'ai dès le départ participé aux réflexions sur cette étude. Et alors comment ça se passe concrètement ? Vous vous retrouvez autour d'une table avec des représentants d'autres filières, d'institutions, d'associations ? C'est pas tout à fait ça. On se retrouve effectivement dans une salle, on arrive, on a des documents sur la table, des feuilles A3, quelquefois A3 multipliées par 4. Et au bout de quelques instants, une partie des personnes, des agriculteurs, des salariés des IA, parce qu'on a vraiment intégré tout le monde, une partie est tentée de se lever pour repartir en courant en voyant l'épaisseur des documents et du travail qui a été préparé par nos équipes. Parce qu'effectivement, entre chaque réunion, il y a aussi un gros travail qui est fait. Et quand on sort des réunions, on attend rapidement les conclusions qui nous reviennent du travail qui a été fait. Et voilà, on fonctionne comme ça à chaque fois. Là, on vient de faire l'analyse socio-économique de ces différents scénarios. Donc, on a hâte de voir ce qui va en ressortir, ces fameux graphes. Parce que nous, on les a tous pris par petits bouts. Après, nos équipes vont travailler, vont remettre tout cela en perspective. Et on va voir si on est d'accord avec les perspectives. On les rediscutera encore. Mais même encore aujourd'hui, on est quelquefois tenté de vouloir remodifier les scénarios du départ. Ça, c'est humain. Et là, les équipes nous rappellent, non, le scénario, il a été écrit. Maintenant, vous l'analysez.
vous avez mené le scénario de végétalisation. On parlait ce matin, plusieurs personnes, je crois, deux personnes qui ont évoqué le mot tabou. Quand on fait des scénarios de prospective, ce sont des futurs possibles. Ce n'est pas toujours les futurs désirés, ce n'est pas toujours ce qu'on souhaite, mais en tout cas, on s'offre toutes les possibilités, on se pose toutes les questions et dire on va baisser l'élevage de façon importante, c'est quand même en Bretagne un tabou. Alors, ce matin, je suis intervenu pour dire que certains messages ont des effets délétères. Et effectivement, on est dans une baisse de l'élevage aujourd'hui. La céréalisation, elle a été dans ce scénario vue comme un accompagnement de ce qui était en train de se passer sur l'élevage, avec alors, n'en déplaise à certains dans la salle, et je fais partie de leurs responsables, donc je pourrais prendre des coups de bâton. En Bretagne, on a surtout fait très attention à parler d'une végétalisation de la Bretagne et non pas d'une céréalisation de la Bretagne. Maintenant, je vois beaucoup d'autres régions de France qui sont des régions dites céréalières, qui vont aussi vers une végétalisation. Derrière le mot végétalisation, pour nous, ça voulait dire diversité de culture avec recherche de valeur ajoutée. Et donc, ça veut dire développement de nouvelles filières, autour du chanvre, par exemple, autour du lin. Le lin est en train d'arriver en Bretagne. Ça veut dire aussi développer les productions légumières. Ça, en Bretagne, on sait faire. C'était aussi une prise de conscience. Les légumes ont une valeur ajoutée plus importante que les céréales. La Bretagne, mis à part les nouveaux regroupements de régions, mais était la première région productrice de légumes de transformation, première production de région de production de légumes frais. Et pour être clair, dans notre système breton, quand on fait 1 hectare de légumes destinés à la conserve, on fait presque 6 fois plus de chiffre d'affaires territorial que si on fait 1 hectare de blé. On parlait de valeur ajoutée ce matin, de création de valeur. Donc là, c'est de la création de valeur. Et vraiment, en Bretagne, toutes les études que l'on a fait, à chaque fois, le leitmotiv revenait, oui, on va évoluer, oui, on est prêt à évoluer, oui, il y a des choses qui vont bouger. Par contre, faisons en sorte de garder la valeur ajoutée que l'on fait sur nos territoires. On la fera peut-être différemment, mais cherchons à la garder. Même des représentants des IAA, des salariés qui nous faisaient des grands conseils sur l'environnement, protection environnement, etc., en reprenant un peu des discours parisiens, très rapidement, rentrant dans l'étude, sont revenus en disant « Ah non, mais si on va sur ça, on perd l'emploi. Donc mes collègues n'auront plus de travail. » Donc oui, il faut garder ce lien. Et je pense que la Bretagne est une région où il y a une très forte intégration entre l'agriculture et les IAA. On travaille toujours de pair. IAA, industrie agroalimentaire. Oui, les industries agroalimentaires, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu plus précisément le scénario végétalisation ? Il est assez complet. Dans ce scénario, on envisage un peu deux agricultures. Une agriculture donc, passant par la transformation, donc avec des légumes, avec des productions de plants de pommes de terre, ce que l'on sait faire, avec des légumes frais, ce que l'on sait faire. Et à côté, une deuxième agriculture qui est plus une agriculture du maraîchage, de la vente directe, du circuit court. Mais avec l'objectif tout le temps d'aller chercher de la valeur ajoutée. Donc les deux ne sont pas antinomiques, les deux sont complémentaires. Et ça, c'est ce qu'on a porté dans cette réflexion-là. Et ça vient sur des spécialisations d'exploitation. Et aujourd'hui, on a quelques craintes, puisqu'on voit des exploitations laitières dont le cheptel part. Et ces exploitations-là, assez rapidement, basculent sur un système de céréalisation. On voit aussi des exploitations qui avaient des productions de légumes qui basculent sur une céréalisation. C'est-à-dire qu'on a même, je ne sais pas qui reprend les écrits derrière, on a même des exploitations équipées d'équipements d'irrigation qui arrêtent l'irrigation pour se concentrer uniquement à des céréales pour des questions de main-d'œuvre et de capacité à produire. Donc ça, ce sont aussi des problèmes que l'on a et qu'il faut tous avoir en tête. C'est comment on attire de la main-d'œuvre, soit sous forme d'associés, soit sous forme de salariés dans nos exploitations. Et ça, c'est aussi des messages qui nous sont arrivés par les IAA. C'est de dire, des salariés, il faut les bichonner, il faut leur donner envie de venir chez nous, il faut leur donner envie de rester. Et là aussi, on apprend ensemble. C'est des discussions que vous avez eues pendant le travail de prospective. Oui, donc oui. Ça a permis à chacun de se connaître finalement. Ça a permis à chacun de se remettre un peu en question. De prendre conscience des contraintes des autres. D'accord. Et ensuite, donc, par rapport à ce scénario, il y a la supposition que la consommation, le scénario table sur une baisse de la production, mais table aussi sur une baisse de la consommation. On en parlait aussi ce matin avec le scénario TIFA. Comment on organise
Est-ce que vous avez eu ces réflexions-là? Comment on organise la consommation jusqu'au consommateur, la baisse de la consommation de viande? On voit bien actuellement que la tendance était plutôt baissière ces dernières années, mais on voit bien que ça repart à la hausse. Quel contrôle on a dessus? Alors, la baisse de consommation, elle est réelle sur les protéines animales. On la voit. Elle est dans un rééquilibrage entre protéines animales, protéines végétales. Et là encore, on avait deux solutions. Soit on prenait le train, soit on le regardait passer. Et en breton, quand on a vu arriver les EGA avec la demande d'un repas végétarien, pour nous, c'était un peu une prospective rétrospective, ce que j'ai appris ce matin. C'est-à-dire qu'on nous donnait l'objectif final sans nous donner le chemin. Et là, on a décidé de se prendre en main. Donc, on a commencé en Bretagne. Les Pays de Loire nous ont rejoints, la Normandie, le Centre Val-de-Loire. Donc, on a créé l'EGO, l'association Légumes à graines du Grand Ouest, avec la volonté de mettre tout le monde du champ à l'assiette pour créer cette filière des légumes secs. Ma façon de le dire, je l'ai réécrit parce que ça me paraît important, avec un gros débat pour moi sur la protéine végétale cachée. C'est comme ça que je l'écris. Parce que cette protéine végétale cachée, c'est ce développement de la protéine où on la fait ressembler à la viande, on l'appelle comme la viande parce qu'on n'ose pas la travailler pour ce qu'elle est. Et vraiment, dans l'association, notre but, il est qu'on veut rééduquer à l'alimentation, mais on veut que les gens sachent ce qu'ils mangent et sachent que dans un repas, oui, ils ont mangé à un moment des protéines végétales, oui, à un moment, ils mangent des protéines animales, mais ils savent ce qu'il y a dans leur assiette. Et aujourd'hui, le travail que l'on demande au monde de la transformation, au monde de la restauration, c'est de réenchanter l'assiette de manière à ce que les gens prennent autant de plaisir à manger du végétal à manger de la protéine animale. Et je crois que c'est vraiment un gros travail qui est devant nous sur cette évolution et qui évitera justement les conflits entre les uns et les autres. Quand on est en Bretagne, pour moi aujourd'hui, j'ai des producteurs qui font à la fois du lait, qui font des légumes, qui font des flageolets. C'est déjà de la protéine végétale. Il n'y a pas de conflit interne sur leur exploitation. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on soit sur un conflit collectif, mais à condition que l'on sache bien de quoi l'on parle. Et ça fait écho avec certains débats de la société aujourd'hui. Oui, donc on prend en compte le consommateur et on l'éduque. Oui. D'accord. On va aller dans le Grand Est. Maximin Charpentier, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien. Alors, vous êtes agriculteur vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur votre exploitation, ce que vous produisez? Alors moi j'ai une exploitation de 165 hectares de culture avec des céréales, des pommes de terre. Je fais 30 hectares de pommes de terre pour l'usine Maiken qui est à 30 km de chez moi. Donc moi je suis dans la Marne, à côté de Cézanne, à 120 km de Paris en direction de Strasbourg. Donc des pommes de terre et aujourd'hui il y a un petit peu près 25% de ma sole aussi qui est en cive, en culture donc à vocation énergétique, donc de l'orge d'hiver qui va donc dans un méthaniseur qu'on a réalisé donc avec 4 agriculteurs du village. Et derrière on plante soit du sorgho ou du maïs grain en culture alimentaire. C'est quoi les caractéristiques de votre région? Alors moi je suis sur un secteur qu'on appelle brie champenoise, c'est-à-dire que c'est des sols limon argileux, 18% d'argile. Donc un système qui ressemble un petit peu entre Brie et Champagne. C'est-à-dire que je suis juste en haut des coteaux champenois, avec aussi un petit peu de terre en Champagne en zone craie. Culture. Alors moi, c'est grande culture. Sur l'exploitation, j'ai aussi un centre équestre, aussi 3000 mètres de panneaux photovoltaïques, donc le méthaniseur, et puis un petit peu de tourisme autour d'un meublé de tourisme. Voilà pour mon exploitation. Vous êtes aussi président de la Chambre d'agriculture du Grand Est et voilà, président de Terrasolis, dont vous allez nous parler. De quoi s'agit-il, pour ceux qui ne connaissent pas encore? Voilà, c'est ça. Donc, président de la Chambre d'agriculture du Grand Est, et puis je suis au bureau des chambres d'agriculture France chargé de tout ce qui est innovation, recherche et développement. Et donc, aussi président de Terrasolis. Donc, Terrasolis, ça date de 2015, où en fait, on a eu l'opportunité de racheter une base aérienne à 5 km au nord de Reims. Et donc, on a étudié ce qu'on pouvait faire de cette base pour essayer d'être innovant en agriculture. Et donc après avoir réuni un comité scientifique de stature nationale pendant un an,
en 2014, les conclusions en fait, étaient fondatrices de Terra Solis, où les conclusions nous disaient que dans les fermes expérimentales globalement en France, il manquait une ferme dont la spécificité serait l'approche systémique, l'approche territoriale et l'approche de la neutralité carbone. Et donc, quand on nous a dit ça en 2014, c'était un petit peu décoiffant. Et donc, on a décidé de racheter cette base aérienne pour en faire un démonstrateur de l'accompagnement des territoires et de l'agriculture pour atteindre la neutralité carbone 2050. Donc aujourd'hui, Terra Solis a 240 hectares de terres agricoles sur ce démonstrateur, où là on fait des essais, on va assez loin sur la fertilité des sols, sur justement gaz à effet de serre, dans l'objectif de produire de la biomasse de façon très optimisée. Et donc ça, c'est la partie des terres agricoles. Et on est lauréat au PIA 4, donc au programme France 2030 géré par la Banque des Territoires, pour réaliser un démonstrateur de bioraffinerie territoriale, donc qui consiste à conjuguer finalement les pouvoirs de biomasse, notamment celui de la pyrolyse, sur des bois à rotation courte, donc dans l'idée d'améliorer la productivité d'un système de haies productives en Champagne, de pouvoir faire du gaz avec cette pyrolyse et de récupérer le biochar de la pyrolyse. Et en même temps, dans cette bioraffinerie, on a aussi un méthaniseur sur place. Et l'idée, ça va être de mélanger au digestat de la méthanisation pour en faire un compost qui puisse être puits de carbone, donc dans l'amélioration de la fertilité des sols. Là, c'est vraiment très circulaire. Vous parliez des haies là tout à l'heure, c'est-à-dire que vous valorisez, le projet, c'est de valoriser mieux le bois, on va dire, la biomasse des haies et de la transformer, c'est ça? Et de la valoriser. Alors le projet de Terra Solis dans sa globalité, c'est d'atteindre cette neutralité carbone. Et tous les chiffres qu'on sort depuis maintenant les 8 ans d'expertise qu'on a, c'est que pour atteindre cette neutralité carbone, il faut diminuer de 75% les gaz à effet de serre, et augmenter la production de biomasse de 20%. Sinon, c'est très difficile d'atteindre la neutralité. Donc, il faut à un moment donné optimiser la production. Alors, ça passe par différentes échelles, qui sont le choix des espèces, des variétés, la couverture des sols, les pratiques culturales. Donc, il y a tout un tas de concepts qui peuvent améliorer la production. Par exemple, d'améliorer la fertilité d'un sol de 20%, ça augmente la photosynthèse de 20%, etc. Donc là, il y a énormément de choix. Et en fait, le choix de Terra Solis, c'est d'avoir une durabilité, une compétitivité environnementale, sociale et économique à la taille d'un territoire. Et c'est surtout de le réaliser en bouclant les cycles du carbone, les cycles de l'azote, et en prenant en compte, évidemment, le cycle de l'eau. Et donc, moi, j'ai beaucoup apprécié la présentation aussi de M. Callois. C'est vraiment un projet de démonstrateur de territoire qui prend en compte les filières, c'est-à-dire l'impact et la nécessité, évidemment, d'une agriculture nourricière, et de pouvoir justement proposer un écosystème territorial qui permet d'être résilient en justement utilisant le moins d'énergie fossile possible et en produisant un maximum de biens avec du carbone vert pour répondre à la multifonctionnalité de l'agriculture. D'accord. Alors, on a promis à tout le monde d'être concret cet après-midi. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres? Là, l'objectif, vous dites, c'est d'abaisser de 75% les gaz à effet de serre, augmenter de 20 ou 25%, je n'ai pas entendu, la biomasse. Oui, c'est ça. Vous en êtes où à peu près dans ces objectifs-là? Est-ce que vous avez des retours? Ces objectifs-là, ils sont justement atteignables à partir du moment où on évolue dans le système d'exploitation. C'est-à-dire qu'on se rend compte que si on optimise simplement les systèmes actuels, en fait, on ne peut pas atteindre l'objectif, notamment à cause de notre impact évident aux énergies fossiles qui sont nécessaires pour produire l'azote minéral. Donc, en gros, 35% des gaz à effet de serre en agriculture, en grande culture, vient de l'azote, de notre dépendance à l'azote minéral. Et donc, le gros enjeu, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur cette approche systémique, c'est de pouvoir répondre à cette nécessité de fertilité des sols en défossilisant au maximum. Donc là, il y a l'intégration, évidemment, et on en a parlé, des légumineuses, des cultures à bas carbone,
du tournesol, de l'avoine, du chanvre, d'optimiser les rotations, optimiser les fertilisations, l'utilisation de nouveaux carburants, introduire et optimiser les couverts intermédiaires. Et donc, voilà, aujourd'hui, comme vous le savez, un kilo d'azote, c'est à peu près 12 kilos d'équivalent CO2. Un litre de fuel, c'est 3,25 équivalents CO2. Donc, il faut absolument intégrer tous ces paramètres pour évoluer. En élevage, et on intègre la dimension élevage dans nos périmètres, hein, on sait que l'amélioration de la gestion d'un troupeau peut améliorer de 10 à 15% l'atténuation, hein, c'est diminuer les animaux improductifs. Améliorer l'alimentation du troupeau, on est aussi à peu près sur 4% d'atténuation. Sur la conduite des cultures, hein, optimisation de la fertilisation, on peut de nouveau gagner 4-5%. Réduire les consommations d'énergie, on peut gagner aussi 4-5%. Améliorer le stockage du carbone, on peut aussi être entre 6 et 7%. Donc, les pistes sont multiples, mais à chaque fois, elles doivent être intégrées dans une approche systémique. Et c'est là toute la difficulté en termes de transfert auprès des agriculteurs, d'arriver dans un nouveau système qui fait bousculer beaucoup d'éléments, beaucoup de nouvelles cultures, l'intégration de nouveaux outils tels que la méthanisation ou de pyrogasification, qui permettent aussi de boucler des cycles. Donc nous, on est convaincus. Justement, l'étape allez-y. d'après, excusez-moi. L'étape suivante, c'est donc d'essayer on comprend bien que c'est complexe, hein, c'est très abouti, et on comprend aussi que ça image complètement la présentation de M. Jean-Marc Callois de tout à l'heure. Mais comment on entraîne après tous les agriculteurs? Quels sont les leviers que vous avez peut-être soit chez TerraSolis ou dans la région Grand Est pour essayer d'entraîner les agriculteurs avec vous? Alors, pour essayer d'intégrer un maximum d'agriculteurs, l'idée, c'est déjà d'avoir un démonstrateur de territoire qui fonctionne. Et ça, c'est de faire la preuve par l'exemple. Donc, sur le site de l'ex-base aérienne, d'avoir un démonstrateur qui puisse être vecteur de communication auprès des journalistes, des politiques, des chercheurs, un lieu de travail, un écosystème parmi tous les acteurs qui doivent intégrer cette approche systémique. Et comme l'a dit M. Callois, l'objectif, c'est une approche territoriale. C'est-à-dire que nous, les outils qu'on va faire de décarbonation sur le site va permettre aussi de chauffer des studios de cinéma, une usine de rétrofit de voitures, de façon à pouvoir prouver que sur un territoire, il y a un intérêt commun entre l'usage et le gisement, et que finalement, la gouvernance aussi capitalistique de ces outils-là doit permettre à chacun de se retrouver au capital des outils, de façon à ce que toute la valeur retourne sur le territoire. Donc, pour les agriculteurs, c'est comme une preuve par l'exemple de l'augmentation de la valeur, et que le carbone est tellement un sujet d'avenir qu'il est hors de question que les agriculteurs se fassent déposséder de cette valeur-là. Demain, ça va être très compliqué de produire de la biomasse, de la gérer avec une approche systémique. Ça a une valeur phénoménale. Et donc, il faut absolument que cette valeur-là soit conservée sur les territoires. Donc, nous, notre approche, elle est d'être dans un démonstrateur qui est fait pour être dupliqué sur le territoire. Et donc, il a vocation après à faire des petits sur l'ensemble de la région, de façon à pouvoir colporter cette dynamique. Ensuite, on fait partie de programmes. On a beaucoup de prospectives à travers TerraSolis et on suit donc à travers Carbon Sync, c'est des PEI, des programmes européens, où on a à travers Carbon Sync 1 avec l'INRAE, donc avec I4C, avec InVivo, les chambres d'agriculture, on a travaillé donc à aider à la structuration du label bas carbone. Là, aujourd'hui, on est sur Carbon Sync 2, où justement, autour de 100 fermes pilotes en Grand Est, on essaie de trouver des pistes donc très concrètes, justement, pour avoir cette approche systémique. Et puis, on a un projet Carmina aussi, un deuxième PEI, réalisé aussi pour justement identifier les moyens techniques et structurels et économiques pour atteindre cette neutralité. Donc, on sert aussi un petit peu de hub en termes d'intelligence collective avec 45 membres de TerraSolis qui sont assez exhaustifs sur le territoire. Oui, c'est beaucoup de projets. Et comment vous arbitrez là, vous nous parlez beaucoup d'énergie et d'usages non alimentaires depuis tout à l'heure. Comment vous arbitrez les usages alimentaires et non alimentaires? Quel futur on imagine? Parce que j'imagine qu'il va y avoir des compétitions d'usage plus tard, donc, ou dès aujourd'hui, hein, ils existent déjà. Donc comment on arbitre ça? En fait, moi, je ne le vois pas comme réellement une opposition.
C'est-à-dire que moi, je le vois plutôt sous l'angle de si on veut limiter le réchauffement climatique, il y a aujourd'hui déjà 50% du réchauffement qui est atténué par les océans et par l'augmentation de la photosynthèse. Donc, parce qu'il y a plus de carbone dans l'air, la photosynthèse fonctionne mieux. Donc déjà aujourd'hui, on atténue de 50% le climat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait déjà être à 3 degrés en France. On n'a aucune influence sur les océans, on n'a qu'une influence sur les terres agricoles. Aujourd'hui, sur la planète, il n'y a que 3% de terres arables. C'est-à-dire que quand vous avez enlevé les océans, l'urbanisation, les montagnes, etc., il reste 3%. Donc, il n'y a pas de question à se poser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut absolument avoir une vision de production de biomasse sur l'ensemble des terres. Et effectivement, qu'elles soient nourricières, c'est une évidence. Mais il faut boucler les cycles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra pas inventer du phosphore à vie, on ne pourra pas inventer du carbone fossile à vie, et il faudra bien s'en passer de l'azote minéral réalisé avec du carbone fossile. Donc, ce serait se mettre une balle dans le pied que de croire que l'agriculture, elle n'est que nourricière. Non, l'agriculture, elle est systémique. Et à un moment donné, de dire qu'on prend 10% ou X% de sa production pour avoir une approche systémique bouclée par les cycles, eh ben, c'est complètement vertueux. Il n'y a rien de plus vertueux. Et aujourd'hui, le discours d'opposé alimentaire et non alimentaire, il est complètement ridicule à l'échelle du bouclage des cycles. Parce qu'on est sur une planète finie, et à un moment donné, on doit continuer à produire de la biomasse dans un monde fini. Donc, il faut avoir une approche systémique complètement intégrante et arrêter d'opposer les systèmes. Un système, il ne vit que par son équilibre. Et donc, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il faut absolument produire pour éviter le réchauffement climatique, pour qu'il puisse continuer de pleuvoir sur nos territoires. Et ça, il faut absolument qu'il y ait un maximum de biomasse produite toute l'année. Ça devrait être une obligation d'être dans un système de production de biomasse parce que c'est la seule possible. Il faut renforcer la production et aider à la productivité de la biomasse et l'optimiser. Alors, avec un regard évident d'agroécologie, parce que les systèmes qu'on étudie, ils sont là pour renforcer les sols, parce qu'en renforçant les sols, on augmente la photosynthèse. Donc, de toute façon, le sol sera toujours la base de nos réflexions. Et quelque part, c'est notre racine, ce sol-là. Et justement, il faut l'aider à boucler les cycles, le sol. Très Donc clair. voilà. Oui, merci beaucoup Voilà la de vision en tant partager cette vision qu'altératrice. avec nous. Je le dis peut-être avec beaucoup de passion. J'aurais aimé On être avec l'apprécie. vous justement pour en faire l'échange. Mais aujourd'hui, c'était très compliqué parce qu'en fait, je lance un méthaniseur sur mon exploitation en ce moment, c'est la mise en route. Et on recevait GRT Gaz France aujourd'hui justement sur notre site. Et je dois aller à la foire de Verdun ce soir dans mes obligations régionales. Donc, je suis vraiment déçu de ne pas être avec vous cet après-midi, mais je partage en tout cas avec beaucoup de conviction la volonté de votre organisation à faire la promotion de la bioéconomie et je vous en remercie. Et je vous souhaite vraiment une agréable fin de travaux. Merci beaucoup, Maxima Charpentier. Peut-être rester avec nous s'il y a des questions ensuite du public. Alors, on entend bien dans vos témoignages à tous que la question, c'est aussi de concilier production, environnement, climat, mais toujours de produire, de nourrir. Et peut-être, alors il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé encore aujourd'hui, dont on va parler avec vous, Philippe Stopp, donc de la biodiversité, mais à travers un débat dont vous allez nous parler, puisque ça a été l'objet d'une note que vous avez faite à l'Académie d'agriculture. Donc vous êtes Philippe Stopp, vous êtes directeur de recherche et d'innovation à ITK. Et vous êtes également membre de l'agriculture, membre de l'Académie d'agriculture. Et vous allez nous parler donc de votre note sur le débat entre land sharing et land sparing. Merci. Je vais peut-être, comme déjà me présenter peut-être de façon un peu plus détaillée, parce que pour que les gens comprennent ce que je fais ici, en fait, parce que c'est pas forcément évident le lien entre mon activité professionnelle et les thèmes de la biodiversité. Je suis donc le directeur recherche et innovation de la société ITK, qui est une PME basée à Montpellier, qui développe des outils d'aide à la décision pour l'agriculture. Donc pendant longtemps, notre travail, c'était essentiellement de développer des outils pour aider au raisonnement des intrants, de l'irrigation, la fertilisation, l'emploi des pesticides. Et puis bien entendu, depuis quelques temps, ça s'oriente de plus en plus en fait, vers des outils pour suivre et aider à réduire l'empreinte environnementale
des pratiques agricoles. En particulier, là, en ce moment, on est engagé nous aussi dans un programme d'investissement d'avenir avec notre partenaire Synergie, groupe de conseil laitier du Grand Ouest, pour développer un outil pour le suivi en temps réel des opérations de réduction des émissions de gaz à effet de serre des exploitations laitières. Donc, c'est ce qui m'a amené aussi, puis par mes expériences professionnelles antérieures dans la coopération agricole, à m'intéresser à toute la question de la mesure des impacts environnementaux de l'agriculture. En particulier, me sensibiliser à une question qui était d'ailleurs un peu absente des débats ce matin, comme souvent, c'est de savoir en fait quels impacts on cherche à réduire. Est-ce qu'il s'agit de réduire l'impact environnemental de notre agriculture sur notre territoire, ou est-ce qu'il s'agit de réduire l'impact environnemental de notre alimentation, et donc en fait l'empreinte carbone des aliments que nous, Européens, consommons. Et en fait, c'est un débat important parce que suivant ce qu'on cherche à privilégier, la transition agroécologique n'a pas forcément les mêmes voies. Bon, il y a un exemple qui a été assez discuté ces dernières années sur le fait que quand on compare l'empreinte carbone des produits bio et conventionnels, globalement, la comparaison est plutôt à l'avantage des produits conventionnels, alors que bien entendu, si on mesure les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle des parcelles, c'est le contraire. Mais du fait de la productivité supérieure de l'agriculture conventionnelle, le bilan tend à s'inverser quand on ramène vraiment à l'empreinte du kilogramme d'aliments produits chez nous. Et justement pour la biodiversité, c'est là que ça nous amène au thème du land sparing et du land sharing. Il y a un peu le même problème qui se pose pour l'impact de l'agriculture sur la biodiversité. Là aussi, bien entendu, il est évident qu'une agriculture intensive, en particulier du fait de l'emploi des pesticides, mais aussi de la restructuration des paysages qu'elle a entraîné le siècle dernier, ça a eu un effet assez drastique sur la biodiversité de nos paysages agricoles. Toute la question, c'est de savoir, si on essaie de revenir dessus, ce qu'on essaie bien entendu de faire en ce moment, est-ce qu'il suffit de réduire l'usage des intrants agricoles et donc d'extensifier l'agriculture pour améliorer la biodiversité? Alors, ça soulève deux questions. D'une part, effectivement, il faut faire ça de façon à ce que la réduction de production que ça produit chez nous ne soit pas compensée par des importations de pays qui eux-mêmes vont déforester pour suppléer à nos productions. Mais ça, je dirais, c'est un débat un peu externe. Mais en fait, quand on essaie même de raisonner à l'échelle de la biodiversité de nos territoires, c'est donc tout l'objet de ce débat dit du land sharing et du land sparing, qui est un débat qui est assez tonique dans les pays anglo-saxons depuis une vingtaine d'années, mais un peu moins connu en France. Ça pose cette question, de savoir si pour optimiser la biodiversité, il vaut mieux avoir une agriculture extensive qui respecte mieux la biodiversité à l'intérieur des parcelles agricoles, mais qui demande plus de surface et qui donc va demander davantage de destruction de milieux naturels, ou bien est-ce qu'il vaut mieux une agriculture intensive qui effectivement réduit massivement la biodiversité à l'intérieur des parcelles, mais par contre permet de réserver plus de place aux espaces protégés qu'on cherche à redévelopper actuellement. Alors bien entendu, c'est un sujet très, très complexe et sur lequel il n'y a pas de réponse complètement tranchée. Mais quand on fait cette analyse un peu au niveau européen, quand on regarde actuellement, on commence à avoir comme une idée assez solide des différences de biodiversité entre les parcelles bio et les parcelles d'agriculture conventionnelle. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, en particulier il y a une très vaste étude dans le projet d'IBioBio qui a fixé des chiffres qui sont maintenant à peu près reconnus partout, selon lesquels dans les parcelles bio, on a une richesse spécifique, c'est-à-dire un nombre d'espèces animales ou végétales présentes qui est supérieur en moyenne de 30% par rapport au conventionnel. Cette moyenne cachant bien sûr des variations énormes suivant les groupes zoologiques. En termes d'abondance, c'est-à-dire de nombre d'individus présents ou de biomasse présente, l'avantage du bio est de 50%. Mais là, donc, il s'agit bien de l'avantage à l'intérieur des parcelles. Par contre, ce qu'on a constaté aussi dans le projet BioBio, c'est que quand on fait par contre la biodiversité comparée à l'échelle des exploitations, donc en incluant les espaces non productifs qui sont inclus dans le périmètre des exploitations, le différentiel entre les deux n'est plus que de 4,5%. Donc bon, alors tout ça, ces données, elles sont traitées par un modèle assez classique, qui est le modèle de Green, un modèle très simple, d'ailleurs, on n'a pas de voie mathématique, et de réfléchir un peu à la question. Et clairement, alors c'est un modèle très simplifié, qui fait en particulier l'hypothèse que les intrants utilisés dans les parcelles agricoles
n'ont pas d'impact très significatif sur la biodiversité des espaces non cultivés. C'est bien entendu le principal objet de débat sur le sujet. Mais en tout cas, compte tenu des chiffres actuels et des connaissances actuelles, il semblerait quand même qu'au niveau de l'Europe, du fait que c'est déjà un secteur, une région du monde très, très artificialisée, où les espaces naturels sont relativement réduits, il serait quand même préférable d'avoir un système agricole reposant essentiellement sur le land sparing, c'est-à-dire donc une agriculture intensive qui permettrait de restaurer, d'avoir des politiques plus ambitieuses de restauration des paysages agricoles. Oui, dans votre note, vous dites quand même aussi que le land sharing a ses avantages, oui, et qu'on peut essayer, parce que je vous ramène au territoire. Voilà, je vous ramène, fait, oui. Excusez-moi de vous demander peut-être une application un petit peu plus territoriale. Comment ça se passe? Comment on organise les zones extensives, les zones intensives? Oui, alors justement, en fait, la conclusion principale qu'on a dans cette note, c'est ce qui nous paraît plus prudent, effectivement, d'adopter une politique un peu différenciée en termes de région. Parce que j'ai dit que les résultats moyens des enquêtes sur la biodiversité donnent des résultats très variables selon les espèces qu'on étudie. Et en particulier, il y a une chose qui est claire, c'est qu'évidemment, d'une part, pour toutes les espèces animales et végétales spécialistes de la forêt ou des lieux humides, c'est évident que le land sparing est a priori plus favorable, parce qu'il va permettre de réserver plus d'espaces non agricoles. Même pour la faune spécialiste, dite spécialiste des milieux agricoles. En fait, il y a deux groupes là-dedans. Il y a des espèces qui étaient à l'origine des espèces spécialistes des milieux forestiers très ouverts, qui habitaient dans les clairières et qui sont très bien adaptés historiquement au paysage agricole, tant qu'il y avait des haies et beaucoup d'interfaces entre les bois et les champs. Pour ces espèces-là, a priori, il semble que le land sparing soit plutôt une bonne solution. Par contre, toutes les espèces qui vivent et se reproduisent à l'intérieur des parcelles, les espèces type perdrix, par exemple, je prends l'exemple des oiseaux parce que c'est le plus parlant. Pour ces espèces vraiment spécialistes de l'intérieur des parcelles, bien entendu, le land sharing est a priori préférable. D'où l'idée qu'on émettait, c'est qu'il vaudrait mieux avoir une politique plus différenciée en fait, d'incitation entre ces deux modèles agricoles, favoriser l'extensification, et en particulier le bio, dans les secteurs où il y a effectivement des espèces spécialisées des milieux agricoles en danger. Ça, c'est des choses où on commence à avoir des notions assez claires, hein, parce qu'il y a des inventaires faunistiques très, très étendus sur l'ensemble du territoire. Et pour l'ensemble des autres secteurs, favoriser plutôt le land sparing, c'est-à-dire laisser maintenir une agriculture très productive, quitte à utiliser des pesticides. Mais par contre, dans ces secteurs-là, qui sont souvent des secteurs d'open field très ouverts, favoriser au contraire la restructuration des paysages, la recréation de haies, développement de bandes enherbées et autres espaces non productifs. Là, on est en train de parler de zones, par exemple, de grande culture. Oui, par exemple, tout à fait, chez Maxime à Charpentier. Le bassin parisien, voilà, par exemple. D'accord. Donc, et là, vous dites aux agriculteurs qui sont ici, qui sont peut-être nombreux, des céréaliers, on recrée, dans vos zones, on vous laisse faire de l'intensif, mais on recrée des zones agroécologiques. Voilà, tout à fait. Alors, en fait, là-dedans, il n'y a rien de très bouleversant. Il y a déjà des incitations, en fait, à ces deux types d'intervention, hein, la restauration des paysages par les mesures agro-environnementales d'un côté. Il y a des objectifs de réduction des intrants qui circulent, mais qui pour l'instant sont censés être généralisés partout, ce qui ne sera pas forcément favorable à tout le monde. Ça nous paraît important en fait de hiérarchiser un peu entre l'urgence de ces deux types de mesures en fonction des spécificités de chaque territoire. Et ça va pour éviter un peu que les agriculteurs soient frappés par une double peine. On leur impose partout à la fois des réductions d'intrants qui vont réduire leur potentiel de production, alors qu'elles ne seront pas forcément très productives en termes de gestion de la biodiversité, et qu'en même temps, on impose des objectifs uniformes de reconstitution des habitats, des zones non productives à l'intérieur des paysages agricoles. D'accord, donc vous dites que on va dire l'optimum pour protéger la biodiversité et produire, parce que c'est quand même le sujet, c'est de continuer à produire et nourrir, c'est de l'intensif, des zones intensives, mais dans lesquelles on rajoute des zones écologiques et des zones extensives qui seraient dans des zones à protéger. C'est bien ça. Tout à fait. Là, on est un peu dans la planification. Ah oui, complètement. Oui. Et je veux bien faire réagir les agriculteurs présents sur cette table ronde. Qu'est-ce que vous pensez de cette vision? Est-ce que vous êtes prêts dans vos régions, dans vos exploitations où vous avez des grandes cultures, sous ces conditions? Alors, quelle serait la condition, peut-être, Monsieur Stopp, pour que ça fonctionne?
La première condition, effectivement, c'est que ça puisse être accepté par les milieux agricoles, à la fois parce que ça leur paraît faisable, et aussi que, bien entendu, les pertes de revenus que ça génère soient compensées efficacement, ce qui, pour l'instant, n'est pas forcément le cas pour ces mesures. Alors, je précise là-dessus, hein, c'est pas un scénario sorti complètement de notre tête, hein, c'est des choses qui sont actuellement à l'étude en Grande-Bretagne, hein, puisque depuis qu'elle est sortie de l'Union européenne et donc de la PAC, c'est la direction qui a été mise à la réflexion par John Balmford, hein, qui est justement un des écologues qui a développé le modèle de Green et qui est un des grands spécialistes du thème des land sparing. Et ils sont actuellement en Grande-Bretagne sur cette réflexion d'identifier un peu un zonage territorial dans lequel on différencierait les mesures conseillées en fonction du contexte écologique. D'accord. Donc, Jean-René Meunier, on vous dit demain, vous devez remettre tant de kilomètres de haies, mais on vous laisse produire. On vous laisse tranquille avec les pesticides. Alors, vous acceptez? J'accepte et j'accepte pas. Tout dépend à quel endroit on me demande de les mettre et tout dépend des conséquences de ces haies par rapport à ma productivité du travail, parce qu'aujourd'hui, j'ai une obligation de productivité du travail et tout dépend de la compensation qui arrivera en face. Il se trouve qu'en Bretagne, nous avons un plan qui s'appelle Bresse-Bocage, qui a permis de replanter des centaines et des centaines de kilomètres de haies avec un accord des agriculteurs et que quand on a commencé à avoir des haies qui avaient quelques années, arrivent les problèmes d'entretien, de gestion des paysages. Et là, on a voulu, nous, travailler en complémentarité, ce que vous dites, sur des PSE pour financer l'entretien de ces haies. On a fait les programmes, on a vu avec les agriculteurs ce que ça pouvait, le temps qu'ils allaient y passer, combien il fallait les rémunérer. Donc on a fixé des coûts au mètre linéaire, des coûts au kilomètre. On a créé ces PSE sur un paiement services environnementaux sur un territoire précis. Et à vrai dire, ce projet-là, on a travaillé dessus pendant 3 ans et demi. Ça a mobilisé presque une cinquantaine d'agriculteurs sur un territoire connu, donné. À ce jour, on a 10 000 € de budget RSE par une entreprise. C'est-à-dire que les agriculteurs sont prêts, je pense, à faire des choses. Ils veulent être traités équitablement, donc poser des bases équitables. Et moi, j'estime que ce qu'ont fait mes collègues, parce que c'est pas moi, c'est eux qui ont travaillé. Moi, je les accompagnais, mais c'est eux qui ont travaillé pour fixer les valeurs, combien ça coûte d'exporter l'herbe, par exemple, d'une bande enherbée pour éviter les problèmes de trophisation et de phosphore dans les cours d'eau, combien ça coûte d'entretenir des kilomètres de haies de manière raisonnable, de manière à favoriser la biodiversité. C'est pas les lagueuses qui passent, quoi. C'est un travail complexe. Il faut les rémunérer pour ça. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à mobiliser des entreprises en face pour venir valoriser cela. Sachant qu'on a même intégré dans la réflexion des agriculteurs, et je pense que vous allez me comprendre, de dire que si on demande à des entreprises de venir financer ça dans le cadre de leur RSE, de leur empreinte carbone, on demandait aux agriculteurs d'être prêts à participer à la communication future de ces entreprises. Et que ça fait partie de la valeur du package, de la valeur du service. Parce qu'aujourd'hui, pour certaines entreprises, c'est plus facile de planter des kilomètres de haies en Afrique, c'est plus vendeur que de venir aider des agriculteurs à entretenir des kilomètres de paysages en Bretagne. Et cet aspect-là, il faut qu'on continue à le travailler. Je pense que ça rejoint vos réflexions. Et moi, je suis assez favorable à ça, tout simplement parce qu'il y a pratiquement 15 ans, j'ai travaillé à un programme Water, un programme européen sur la reconstitution des milieux, et on travaillait avec l'Angleterre. Et donc, on a vu comment travaillaient les fondations anglaises d'accompagnement à l'environnement. Et effectivement, ils ont un savoir-faire pour aller capter des fonds financiers pour accompagner des bonnes pratiques environnementales. Et là, on avait pris un exemple sur 1 kilomètre de ruisseau à Remé-André. Et on n'a jamais réussi à le faire, tout simplement parce que les agriculteurs étaient prêts et les riverains privés qui étaient propriétaires de petits espaces avec quelquefois un petit étang, sur ce même cours d'eau, ont refusé de rentrer dans le jeu. Donc là, le blocage, il n'est pas venu des agriculteurs. Il était de la société. Il est venu de la société. D'accord. Peut-être, si je peux me permettre, oui. Si oui. En 2 mots, oui. Oui, moi, sur cette réflexion, moi, je pense qu'il faut vraiment intégrer cette nécessité de multifonctionnalité, c'est-à-dire que des haies et remettre les régions de grande culture dans un environnement adapté dans sa biodiversité, c'est une obligation. Par contre, atteindre la neutralité carbone, c'en est une aussi. C'est-à-dire que sinon, on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique.
Donc, à un moment donné, imaginez un développement territorial sans imaginer sa capacité à capter du carbone et à être puits de carbone, pour moi, c'est quand même un index qu'il faut absolument avoir en tête. Et on peut très bien imaginer des haies multifonctionnelles avec une haie qu'on peut exploiter avec des bois à rotation courte sur une partie et qu'elle soit vivante côté champ, de chaque côté, et qu'on peut récolter dans son centre. Et comme ça, on a une haie qui est à la fois très productive en biodiversité et qui peut être très productive en captation de carbone. Donc, moi, je ne peux pas considérer le développement d'un territoire aujourd'hui sans considérer qu'il faut améliorer sa captation de carbone et essayer d'être puits de carbone. C'est une nécessité. Et une haie doit être imaginée dans sa productivité. D'accord, donc En termes de biodiversité et de stockage. On concilie carbone et biodiversité. Le financement de la transition me fait transitionner vers vous, Vincent Marchal. Vincent Marchal, vous travaillez pour AXA Climate. Je vais faire ce qu'il ne faut jamais faire, c'est vous poser la question qui est posée, c'est le titre de la table ronde, ancrer la prospective et l'action dans la réalité des territoires. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Alors, bonjour à tous. Ce que ça évoque pour moi, c'est déjà l'absolue nécessité d'anticiper. Ça évoque l'urgence aussi de se mettre en mouvement, de reprendre en fait ce qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire de se mettre en mouvement, de le faire de manière collective, de le faire à la bonne maille. Donc le territoire, je pense qu'il définit justement cette maille qui fait qu'à un moment donné, on s'adresse à un équilibre économique, environnemental, etc., qui nous permet de passer à l'action. Il y a la notion quand même aussi au travers d'un territoire de diversité. On parlait de la Bretagne tout à l'heure, on en reparle beaucoup. Moi j'habite en dessous de Rennes et je sais très bien que les agriculteurs à côté de Rennes ne font pas les mêmes productions que dans certaines parties du Morbihan ou que dans le Nord Finistère. Donc il y a cette notion de diversité qui est fondamentale. Et il y a un point qu'on a plus ou moins évoqué tout à l'heure avec Jean-Marc, plutôt plus, parce qu'il l'a évoqué, qui est la notion de qui prend en main cette approche territoriale. Et alors, ma conviction, clairement, c'est qu'il y a besoin d'une locomotive qui donne le ton, qui entraîne les autres. Et en tout cas, parmi nos clients, par rapport à ce qu'on fait, et peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, il y a des structures qui peuvent facilement jouer ce rôle de locomotive parce qu'elles sont à la croisée des chemins. Elles sont en contact direct avec l'agriculteur qui, individuellement en tout cas, ne peut pas faire grand-chose. Donc après, c'est soit on s'adresse effectivement à un groupement d'agriculteurs, soit ce qui est en France, la caractéristique en tout cas de notre pays, c'est d'avoir des coopératives qui sont de plus en plus proches de l'agriculteur, mais également transformateurs, en tout cas jouant un rôle dans cette dynamique agroalimentaire qui fait qu'on est un peu à la croisée des chemins ici avec ce type d'entreprise. Et en tout cas, elles peuvent jouer ce rôle d'accélérateur. Il peut y en avoir d'autres, mais en tout cas, sur un certain nombre de territoires, c'est à elles à prendre en main cette responsabilité. Là, vous parlez des coopératives. Oui, des coopératives, parce que c'est ce qui est le plus représentatif. Il peut y avoir d'autres intermédiaires qui peuvent jouer ce rôle, mais en tout cas, sur un certain nombre de cultures ou de filières, c'est elles qui sont les plus à même à le faire. Et chez AXA Climate, comment vous accompagnez justement les coopératives ? On entend des noms qui passent dans l'actualité. Je vous laisse peut-être les nommer et nous expliquer peut-être avec un ou deux exemples concrets comment vous accompagnez les coopératives dans les transitions. Ouais. Alors bon, déjà moi je les cite parce qu'il y en a beaucoup qui bougent dans tous les coins de France. Il y en a deux particulièrement avec lesquels on travaille de manière très rapprochée. On le fait, comme je disais tout à l'heure, dans une démarche collective, dans une démarche de coopération, dans une démarche où on co-construit. C'est-à-dire que nous, AXA Climate, on est très jeunes. On a 4 ans d'histoire aujourd'hui. On part d'une ADN qui est assurantielle. On s'est rendu compte que par rapport à notre raison d'être, qui est clairement d'aider justement sur cette partie agriculture, les entreprises à s'adapter au changement climatique, à avoir une adaptation environnementale. Ça a été un mot qu'on a entendu un peu. C'est ce qu'on évoquait ce matin. Oui. Nous, c'est notre raison d'être. On veut aller dans cette direction-là. On sait que seul, on ne fera pas grand-chose, de toute façon. Notre ADN, c'est l'assurance au départ, c'est la donnée,
c'est la maîtrise de la donnée, c'est cette capacité à aller gérer cette donnée de manière rétroactive, mais aussi prospective, donc en faisant de la modélisation, en étudiant l'impact du climat, et par rapport au lien avec le territoire, en essayant de le faire. Il faut rester humble, mais en tout cas, c'est notre volonté de le faire le plus spécifiquement possible. Et derrière cette notion de co-construction, il y a sur un territoire, donc je vais citer 2 coopératives qui sont Vivesia et puis Axerial. Ce sont des coopératives qui sont sur des territoires qui sont très importants en termes de surface, qui sont très variés, clairement. Vous avez des zones qui irriguent, d'autres qui irriguent pas. Vous avez des assolements qui sont colza-bléorge avec des agriculteurs et en tout cas des structures qui aimeraient sortir de ce type de rotation, la diversifier, l'allonger. D'autres qui sont déjà sur des assolements un peu plus longs parce qu'il y a aussi de l'irrigation. Donc la démarche dans cette approche de co-construction, c'est de définir des zones pédoclimatiques qui veulent bien dire ce qu'elles veulent dire. Vous avez un type de sol qui est quand même plutôt représentatif des différents agriculteurs qui sont présents sur ce type de sol. Oui, donc là, un climat qui est spécifique. Territorial, là, vraiment. Exactement. Mais de manière la plus détaillée possible, la plus précise possible, avec ce qu'on évoquait tout à l'heure largement, c'est-à-dire l'intégration de cette qualité des sols. C'est fondamental. Le début de l'histoire, c'est le sol, et l'agriculteur, il a la responsabilité, en tout cas, de son terroir, qui définit l'exploitation sur laquelle il est. Il y a tout ce qui est enjeu eau, donc toutes ces données de sol, d'eau, de climat, on les intègre et de manière très schématique, on calcule le coût de l'inaction. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'effet que ça peut faire peur, que ça peut choquer, oui, parfois c'est plutôt rassurant. Et en tout cas, souvent, le côté rassurant, c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin et que vous ne savez pas ce que vous avez, qu'un médecin vous dit tu as mal à cet endroit-là pour telle ou telle raison. Et en fait, ce qu'on fait, c'est sur ce coût de l'inaction, c'est clairement d'expliquer que si vous ne bougez pas, si vous ne faites rien, votre exploitation, en l'occurrence là, une coopérative, qui est ce qu'elle est aujourd'hui, on la projette à 2050 et on va aller jusqu'à la quantification financière du fait de ne pas changer de pratique. Oui, c'est motivant. C'est assez motivant pour changer, du coup. C'est très motivant pour changer, et puis surtout, on sait pourquoi, en fait, on a ces impacts financiers. En ayant parfaitement identifié les risques, en sachant où sont les risques, pourquoi ils sont là, et donc de basculer beaucoup plus facilement à l'adaptation. Parce qu'en fait, la phase d'après, c'est des stratégies d'adaptation. C'est les stratégies d'adaptation. À partir du moment où vous mesurez, c'est beaucoup plus facile, en ayant mesuré, de pouvoir apporter des solutions et de pouvoir changer les choses de manière hyper concrète. Quel type de solutions on apporte ? Les solutions, elles sont, je pense que là, je vais enfoncer des portes, mais elles sont très basiques. Au départ, très agronomiques. Donc, c'est est-ce que je dois modifier mes dates de semis pour échapper à tel ou tel accident climatique à des périodes qui sont clés, comme celle de la floraison ? Donc, quel rôle peut jouer le fait de décaler des dates de semis ? Quel rôle peut jouer le fait de changer de précocité variétale, qui va faire également que mon stade clé, qui est la floraison d'un blé ou d'un maïs, va échapper à, en moyenne, en tout cas, un peu plus facilement à des gros écarts, à des températures maximales très très fortes. Il y a le rôle de l'irrigation. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai une irrigation qui se maintient ? Mais qu'est-ce qui se passe également si j'ai une disponibilité en eau qui diminue et qui fait que je ne serai pas à 100%, mais je serai peut-être à 70% de capacité d'irrigation. Comment j'articule tout ça ? Donc, il y a une entrée culture, quel peut être le rôle du photovoltaïsme si je fais de la vigne ou si je fais telle ou telle culture. Il y a des éléments de pratique comme ça qui sont un peu, qui sont très, très tranchés en termes d'apport. Et après, il y a un autre élément, parce que la vision culture, elle est très bien. Elle permet de l'aborder de manière technique, individuellement. Après, il y a toute la conséquence que ça peut avoir sur la rotation et effectivement tout ce qui va être filière derrière, puisque de toute façon, nous, l'objectif, c'est de pouvoir définir quel type de culture est pérenne, quel type de culture est résiliente, quel type de pratique on doit mettre en face pour que cette culture puisse aller chercher un rendement acceptable. Il faut mettre des indicateurs financiers derrière la notion de rendement acceptable, ça a été évoqué ce matin,
pour s'assurer que la marge sera là, que ce soit pour l'agriculteur, le transformateur, la coopérative, en tout cas toute la chaîne de valeur. D'accord. Et ces agriculteurs, ils vont changer de pratique? Ils vont peut-être changer d'assolement? Ils prennent des risques? Comment vous accompagnez ces risques? C'est peut-être diminution de rendement? Comment vous accompagnez? Alors, dès qu'il y a changement, il y a un risque qui augmente. Ça, c'est la règle. Et par rapport au changement, l'agriculteur, il n'est pas en dehors des clous. Le changement, c'est compliqué pour tout le monde, hein, dans l'entreprise et même pour un chef d'entreprise qui est l'agriculteur. Donc, en tout cas, il y a plus de risques et donc il faut les appréhender, ces risques. Le risque, il peut être à deux niveaux. Donc, il peut être au niveau d'une culture en elle-même et de se dire que je vais semer, je vais intégrer dans ma rotation une nouvelle culture. J'aimerais être sécurisé par rapport à cette culture qui, a priori, est vulnérable à tel ou tel aléa climatique. Et je peux aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui, au travers ce qu'on appelle l'assurance paramétrique, clairement sécuriser un agriculteur ou en tout cas une filière par rapport à un accident très précis. Donc l'exemple que j'ai en tête et ce qui a été peut-être le plus développé, c'est tout ce qui était fait autour du colza, par exemple, ce qu'on appelle la garantie émergence colza, qui accompagne des agriculteurs dans le sens où ça les sécurise dans un semis de colza, alors qu'on sait que ce n'est pas toujours facile avec les conditions qu'on a au mois d'août actuellement, en partant du principe que si le colza ne lève pas, l'opérateur, en tout cas l'intermédiaire, le négoce, la coopérative, le semencier, quand il vend potentiellement en direct, va le dédommager, en tout cas va lui garantir qu'il sera en capacité d'avoir une trésorerie pour faire autre chose derrière. Donc ça, c'est le satellite, clairement, qui va vous dire si le colza est élevé, avec des économies d'échelle, puisqu'il n'y a pas besoin d'expertise sur le terrain, et des remboursements qui sont très rapides. Donc ça se développe, ce n'est pas subventionné, donc c'est un peu moins attractif effectivement que d'autres types d'assurances. Mais l'avenir est ailleurs et plus complexe, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est aussi d'amener des agriculteurs dans une démarche de transition. Vous l'appelez agroécologique, vous l'appelez agriculture régénératrice. On a fait notre assemblée générale là-dessus. On n'a pas trouvé encore la définition de cette agriculture. En tout cas, ce qui rassemble les deux, c'est qu'il y a un objectif quand même de favoriser le vivant derrière tout ça. Je pense que c'est une ligne directrice qui est compréhensible pour tout le monde, même quand on n'est pas du monde agricole. Et en tout cas, cette transition, tout le monde le sait, elle prend un certain nombre d'années. Et sécuriser un agriculteur qui rentre dans cette dynamique, ça nécessite d'appréhender cette sécurisation ou cette assurance de manière pluriannuelle, au travers plusieurs cultures, puisqu'on s'adresse à des rotations et on n'est pas sur de la monoculture. Donc il faut fédérer. On revient au début de l'histoire. Difficile de le faire seul, ou en tout cas entre un assureur, quand on joue nous le rôle d'assureur, et un agriculteur, mais beaucoup plus facile, ou en tout cas moins compliqué, quand on est un agriculteur, quand on est un opérateur, ou en tout cas un intermédiaire auprès de l'agriculteur, une entreprise de l'aval, un assureur. Déjà en termes de mutualisation des risques, c'est pas 50-50, c'est 4x25. Et puis, on intègre de manière beaucoup plus large les filières qui sont présentes, ou en tout cas dans lesquelles l'agriculteur est intégré. Et l'exemple type, c'est ce que fait Vivesia, par exemple, dans sa communication autour du projet Transition. Donc, Transition, c'est quoi? C'est l'objectif d'amener 200, 500, 1000 agriculteurs à basculer dans cette agriculture régénératrice. Alors, tel que eux l'ont défini, hein, donc il y a un cahier des charges. En tout cas, ça favorise le vivant. Et derrière cette approche, il y a deux besoins pour emmener la masse des agriculteurs. C'est le retour sur investissement globalement. Donc, ce qui est avancé aujourd'hui, c'est qu'un agriculteur qui rentre dans cette démarche aura un complément de revenus à l'hectare entre 100 et 150 euros. Qui est financé par qui? Donc ça, c'est la filière. Hein. Ce sont les entreprises agroalimentaires qui participent à ce consortium, en tout cas à cette démarche collective, qui vont le financer, en grande partie. Et derrière, il y a la nécessité, au-delà de ce bonus ou de cette prime à l'hectare, de sécuriser les agriculteurs par rapport à leurs pratiques. Et donc, nous, on contribue, en tout cas dans ce projet,
à définir une nouvelle forme d'assurance qui va garantir un résultat à un agriculteur, même si sa pratique, et surtout si sa pratique qui change, le met en difficulté par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas bougé. Donc l'objectif, ce n'est pas d'aller assurer par rapport à un dégât ou par rapport à une catastrophe ou à une perte de rendement brute, mais c'est de bien imaginer quelle est la pratique qui est nouvelle pour lui, qu'il a fait rentrer dans cette transition, et s'assurer que c'est cette pratique qui lui fait perdre de l'argent. Et donc ça, on va le compenser. Donc on n'assure pas directement l'agriculteur, c'est trop compliqué pour nous. On assure un intermédiaire, là en l'occurrence c'est Vivescia, et Vivescia va apporter, lui, une garantie de résultat aux agriculteurs qui joueront le jeu. D'accord, vous pouvez être un levier pour les transitions dans certaines régions par le biais de ces COP. Est-ce qu'il y a des chiffres, il y a des objectifs peut-être pour Vivescia ou pour d'un pourcentage d'agriculteurs ou d'un... Les chiffres, en tout cas annoncés, moi je ne travaille pas chez Vivescia aujourd'hui, donc je vous donne ce que j'ai entendu. Les chiffres, c'est 200, je crois que c'est 200, 500 000. L'objectif, il est d'embarquer la masse des agriculteurs. Oui, donc ce qui est intéressant au travers ces coopératives par rapport à tout le débat qu'on a depuis ce matin, c'est que, en tout cas, ces deux, que ce soit Vivescia ou Axéral, assument. Axéral le fait de manière un petit peu différente, et en tout cas assume et communique. C'est-à-dire que Axéral va le faire en s'appuyant sur le fait qu'elle développe des nouvelles filières. Par exemple, des filières protéines végétales bas carbone, en lien avec la start-up Intact, dans laquelle elle est actionnaire aujourd'hui, qui est un nouveau débouché pour l'agriculteur, qui va permettre de diversifier, d'élargir les rotations. Et l'objectif, c'est d'emmener un maximum d'agriculteurs sur des rotations qui sont, pour les deux, en tout cas, deux coopératives qui sont beaucoup plus diversifiées. Dans le sud, il y a des coopératives qui bougent aussi. Il y a quand même un élan qui va dans ce sens. Moi, j'ai une culture agricole, j'ai un vécu il y a 10-15 ans. J'ai travaillé dans une entreprise qui commercialisait des produits phytosanitaires. J'ai quitté le monde du végétal, je suis passé dans le monde animal. Et je reviens, en tout cas, je retouche aujourd'hui au monde végétal. Entre ce qui se passait il y a 10-15 ans et ce qui se passe aujourd'hui, c'est plus qu'un virage, ce qui se passe. Vous sentez, oui. Vous sentez la différence. C'est incroyable comment, en tout cas, les volontés sont là. Il y a beaucoup de volontés, il y a une partage de la vision qui c'est évoqué ce matin. Tout le monde a à peu près la même vision sur le point d'atterrissage. Les chemins ne sont pas complètement les mêmes. Et en tout cas, le chemin, il ne peut pas être individuel. Et là où ces structures servent de locomotive, c'est qu'elles assument, elles affichent une démarche qui consiste à y aller collectivement, à accepter aussi de travailler potentiellement avec des concurrents sur leur territoire, des nouvelles façons de travailler, c'est complètement nouveau, collaboratives. C'est complètement nouveau. Ce qui ressort aussi. Les collectivités locales, les industries agroalimentaires. Là, pour Vivescia, c'est avec Tereos, c'est avec le groupe Avril, c'est avec Roquette, c'est avec les Grands Moulins de Paris. C'est tout un écosystème qui se met en marche. D'accord, très intéressant. Jean-Marc Callois, je vais vous interroger sous votre casquette DRAF cette fois-ci. Vous nous avez beaucoup parlé de bioéconomie tout à l'heure, c'était très clair. On a eu tout à l'heure la présentation sur la planification écologique. Je compte sur vous pour nous faire le lien entre ce qui vient d'en haut, cette planification, comment elle va se décliner dans les régions et comment ce travail, tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui, c'est un travail de synthèse que je vous demande, tout ce travail de terrain peut venir rencontrer cette force descendante et cette force montante, peuvent-elles se rencontrer et co-créer quelque chose ensemble? Ouais, donc effectivement, j'ai plutôt prendre la casquette DRAF. J'aurais dû remettre la cravate pour montrer que je ne parle plus au même titre. Mais bon, c'est cohérent, ne vous inquiétez pas, tout est cohérent. Je ne suis pas schizophrène. Effectivement, sur la planification écologique, il est prévu une déclinaison régionale. Et je pense que c'est effectivement très important parce que l'intérêt, et c'est la puissance de l'État, c'est de pouvoir avoir une vision de long terme, donner quelque part une boussole aux acteurs. Les acteurs économiques l'attendent, même si parfois l'État n'est pas forcément excellent en matière... il ne doit pas se substituer en tout cas aux entreprises, ça c'est sûr. Mais la déclinaison régionale, ce qu'elle va permettre, c'est d'imaginer les chemins plus précisément. Parce que ça a été vu tout à l'heure, l'intérêt de l'approche nationale est
européenne, c'est encore mieux, c'est d'avoir une vision de ce qui est faisable techniquement. Quels sont les leviers possibles, quels sont un petit peu les grands équilibres. Mais en pratique, il faut emmener les acteurs. Et pour ça, il faut des moyens, mais il faut aussi des volontés, il faut que les acteurs se parlent. Et alors là, pour le coup, je le dis sans langue de bois, il faut aussi sortir des postures. On a tous une casquette. Là, je parle au nom de la DRAF, donc j'ai un mandat pour parler au nom de la DRAF. Chacun a son propre mandat. Quand les gens sont au niveau régional, ils peuvent sortir un petit peu plus des postures parce qu'ils se connaissent, ils se comprennent. Ils peuvent comprendre les contraintes des autres, ce qui est beaucoup plus compliqué au niveau national. Est-ce que vous pensez que, par exemple, un Jean-René Meunier peut aller, alors pas dans votre région, mais dans sa région, présenter. Est-ce que les scénarios de prospective qu'on a vus là aujourd'hui peuvent être présentés dans ces instances comme des outils de discussion ? C'est vrai qu'il y a plein de démarches en parallèle. Des fois, on trouve que c'est un peu trop foisonnant, mais je pense que comme on est en transition, c'est nécessaire. Donc, ça a été dit, les Bretons sont venus appuyer les Auvergne-Rhône-Alpins pour expliquer ce qu'ils ont fait récemment en Chambre d'agriculture d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc ça, c'est une démarche Chambre d'agriculture. En parallèle, il y a d'autres démarches. Il y a aussi une démarche Massif Central. Enfin, voilà, ça a donné envie d'ailleurs à la région de faire comme la Bretagne. Alors, je pense, là, pour le coup, je pense qu'au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est évident. Nous, on a été à La Réunion, évidemment. Enfin, j'y étais pas personnellement, mais des collègues y étaient. Évidemment, la démarche est très intéressante. Et c'est vrai, moi, pour avoir vécu un petit peu en Bretagne aussi, je suis assez impressionné du caractère disruptif. Et vous disiez, quand je vous ai interrogé, vous disiez que ces discussions vont quand même demander une nouvelle façon d'être animées, de discuter. Est-ce que c'est un peu ce qui ressort aussi de toute la journée? On entend les mots co-construction, sortir des silos, transversalité. Est-ce que face à des enjeux qui sont finalement très globaux, très complexes, est-ce que c'est des façons de travailler qui sont devenues obligatoires pour avoir du succès, pour pouvoir massifier les solutions? Ouais, ben voilà, on va retrouver le rôle de l'humain. Moi, quand j'étais chercheur, je travaillais justement sur pourquoi est-ce que ça marche mieux dans certaines régions que dans d'autres. Et effectivement, on va retrouver le facteur humain qui finalement est souvent le facteur limitant. C'est pas le facteur technique, parce que les solutions techniques, il y en a. Et donc, effectivement, tout l'enjeu, ça sera que l'animation de ces ateliers va permettre de faire émerger, alors sinon un consensus, en tout cas des compromis acceptables. Mais c'est possible. En Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, sur le sujet du photovoltaïque, c'est tout récent. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas très longtemps là-dessus. La profession agricole et les associations de protection de la nature sont tombés d'accord à 100%. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Sur l'eau, on ne dirait pas la même chose, mais en tout cas, sur le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme, on est tombé sur vraiment quelque chose de convergent. D'accord. Sur la bioéconomie, on revient peut-être donner un ou deux exemples avant de terminer. Est-ce que vous parliez de bioéconomie niveau 3 tout à l'heure? Est-ce que c'est par exemple le démonstrateur de Aterasolis, ou est-ce que vous avez peut-être un autre exemple à nous montrer de bioéconomie, ce que vous appelez dans votre livre bioéconomie intégrale, avec des agriculteurs? Et puis peut-être aussi quelle est la place finalement de l'agriculteur dans la bioéconomie? Moi, je vais envoyer des fleurs à Maximin Charpentier parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple quasiment parfait. Enfin, vraiment, je dis pas ça pour le flatter. Enfin, bon, on se connaît un petit peu quand même. Mais voilà, alors l'AMI auquel Terasolis et la Chambre d'agriculture ont répondu. J'étais le pilote il y a quelques mois quand j'étais encore à la DGPE. Et vraiment, c'est vraiment le projet emblématique parce qu'il y a tous les ingrédients, il y a effectivement les 3 niveaux. Il y a l'idée aussi qu'on utilise les mêmes principes pour le non-vivant, parce que donc Maximin citait le cinéma, etc. Et ces mêmes principes d'écosystème finalement. Donc en effet, il est assez emblématique. Alors je vais citer Intact aussi, mais du coup j'ai pu le citer, le projet donc avec Céréales, donc effectivement qui est vraiment qui sert à la fois à la diversification des agriculteurs et puis aussi à créer une nouvelle filière avec de l'alimentaire, du non-alimentaire. Donc ça aussi c'est assez emblématique. Avec de la création de valeur, avec une optimisation de la biomasse, avec tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui et qui sont vraiment d'accord. Et donc, oui, un exemple, oui, c'est l'exemple que vous avez cité, d'accord. Pour moi, c'était l'exemple type. Et c'est vrai qu'en région Grand Est, et notamment dans la Marne, ils ont quand même pas mal d'avance historique. Il y a ce qui se fait autour d'Innovafeed aussi. Donc là, c'est plutôt avec Tereos, qui est aussi assez emblématique. Il y a quasiment tous les ingrédients. Et alors, également, clin d'œil à la Bretagne. On disait qu'il y avait eu tout ce débat sur alimentaire dans l'alimentaire. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Maximin Charpentier. Enfin, je ne l'aurais pas dit mieux. Et là, pour le coup, j'enlève 2 secondes la cravate, ministère de l'Agriculture. Bien sûr, l'alimentaire, c'est important parce que c'est un besoin vital, mais il y a
c'est un équilibre global des besoins. Il faut vraiment penser le système dans sa globalité et sa durabilité. Et donc, effectivement, je pense que la Bretagne, mais comme les autres régions et comme Auvergne-Rhône-Alpes, je m'y emploie, il y a un potentiel de bioéconomie qui est faramineux et qui va bientôt s'exploiter, je l'espère. Le message est bien passé. Juste 30 secondes sur la place de l'agriculteur dans la bioéconomie, sa place. Alors là aussi, je pense que Maximin Charpentier aurait pu le dire mieux que moi. Pour moi, c'est une opportunité. Il y a effectivement la crainte, on parlait de l'énergie tout à l'heure, que ce soit les gros énergéticiens qui se saisissent du potentiel, donc typiquement sur la méthanisation. Mais pour moi, c'est une opportunité aussi parce que l'agriculteur, justement, comme il est amené à travailler autrement, plus diversifié, il va quelque part renverser aussi sa position de négociation. En tout cas, c'est une opportunité. Je ne dis pas que ça va se faire forcément, mais c'est aussi une opportunité et ça veut dire qu'il faut innover non seulement technologiquement, mais aussi sur la façon dont on va contractualiser avec l'aval notamment. Donc c'est une opportunité, c'est pas dit que ça se fera, mais je pense que pour le coup, c'est vraiment une opportunité à saisir. C'est bien noté. On avait plein de sujets, voilà, mais le temps nous manque malheureusement, Jean-Christophe, on a déjà débordé un petit peu. Maximin, est-ce que vous voulez bien conclure est-ce que par exemple vous avez un message à passer aux agriculteurs qui sont ici et aux agricultrices? Le message que je souhaite passer, c'est que l'agriculture est une solution. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment intégrer que toutes les solutions de multifonctionnalité dont a besoin une société, elles sont rassemblées dans ce qu'est l'agriculture. Et aujourd'hui, l'agriculture doit se réinventer pour répondre à ça, mais elle a toutes les solutions en elle. Et ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en adéquation la durabilité du gisement, de son environnement, avec une sobriété aussi réinventée d'un mode de consommation de demain. Et je pense que c'est ces deux efforts-là cumulés qui feront qu'on sera dans une société plus résiliente. Mais l'avenir est pour l'agriculture, c'est une évidence. C'est une évidence. Merci pour ce message très positif et merci à tous vraiment pour vos exposés, d'avoir partagé vos visions. On a eu une très belle journée de vision partagée et nous allons maintenant, j'enchaîne directement, donc nous allons maintenant écouter Monsieur Rousseau, Arnaud Rousseau. Vous pouvez regagner vos places. On vous remercie beaucoup.